Alors les obligations fixées par la loi de 2005 en matière d'accessibilité sont nombreuses et assez peu respectées. Souvent associées au bâti, elles concernent bien d'autres domaines comme le numérique, la culture, la citoyenneté. Quels sont les principaux secteurs visés, les pistes envisagées pour rendre notre société plus accessible? Pour répondre à toutes ces questions, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Thomas Sauret, donc président de l'Union des associations nationales pour l'inclusion des malentendants et des sourds. Merci d'être là, Thomas. Et Edgar Obis, chargé d'études au sein de la Fondation pour le logement des défavorisés. Merci d'être là, Edgar. Juste pour préciser aussi qu'un célèbre rapport sort chaque année, qui est le fameux rapport sur l'état du mal-logement, et que cette année, justement, ce rapport traite largement de la situation des personnes handicapées, mal logées. C'est ça, si on peut exprimer ça ainsi. Alors, Edgar, justement, la première question qu'on voulait vous poser, la loi de 2005 a fixé des grands objectifs en matière d'accessibilité, notamment du bâti. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et surtout, puisque c'est l'intérêt justement du rapport que vous avez remis, et qu'Edgar va nous montrer, d'ailleurs, donnez-moi, voilà, je vais le montrer, voilà le rapport qui est en question. Alors justement, sur ce rapport, est-ce qu'on est dans les objectifs d'accessibilité et surtout quelles conséquences ça a pour les personnes en situation de handicap concernées? Ok, alors oui, merci beaucoup pour votre question et pour l'invitation. Donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est ce qu'on montre dans le rapport, donc dans ce 30e rapport, c'est qu'il n'y a pas matière à célébrer. 20 ans après la grande loi sur le handicap, on se rend compte dans... on se calme, c'est pas la peine de célébrer la loi, quoi. Voilà, exactement, parce que surtout dans le bâti, c'est que la loi, auprès des grands acteurs du champ du handicap, il y avait de l'espoir. Il y avait de l'espoir. Notamment parce qu'elle officialisait le principe général de tous les aspects d'accessibilité de tous les aspects de la vie sociale, et au niveau du bâti, c'était via l'obligation d'accessibilité des logements neufs. Et nous, ce qu'on montre, c'est que petit à petit, cette loi de 2005, on s'est basé sur le travail d'un sociologue qui s'appelle Pierre-Yves Baudot, et notamment un article, Comment meurt un droit, et on montre que sous la pression du lobby et du secteur du bâtiment, en 2018, la loi Elan fait qu'on passe de 100% de logements accessibles dans le neuf à 20%. Les 80% deviennent évolutifs. Et donc pour vous donner un petit exemple, un chiffre sur un logement, sur un immeuble, un immeuble de 2 étages avec 5 appartements par étage, seul un appartement sur 15 doit être rendu accessible selon la loi. Selon la loi, d'accord. Selon la loi. Donc, on va aller loin comme ça. Voilà, exactement. Okay. Et il y a un chiffre dans le parc social qui est sorti, d'après une étude de l'Ancols, qui est le gendarme du logement social. Ce serait entre 26 et 28% des logements qui seraient accessibles. Ce qui est assez peu. Et nous, ce qu'on montre notamment dans le rapport, c'est que au manque de logements accessibles s'ajoute, en plus de cela, donc le manque de logements accessibles tant dans le parc privé que dans le parc social, s'ajoute l'inadaptation du logement au handicap. Et l'inadaptation du logement du handicap, d'après l'exploitation de l'enquête nationale logement de 2013, on montre que ce sont plus de 200 000 ménages qui seraient touchés en France par cette inadaptation du logement. Et donc, ce manque de logement accessible, plus l'inadaptation du logement au handicap, fait que les personnes en situation de handicap et en perte d'autonomie sont en première ligne du mal logement. Pour vous donner un autre chiffre, sur les 4,2 millions de mal logés en France, le chiffre qu'on donne, c'est qu'au moins 350 000 seraient en situation de handicap. Voilà, ce qui représente un... Avec des situations qui sont particulièrement, on va dire, choquantes. Daniel Goldberg évoquait cette question du handicap et précarité. On a l'exemple, moi j'ai lu quelques extraits de cette contribution, où on a des personnes carrément à la rue qui ne peuvent pas accéder à l'hébergement d'urgence parce que l'hébergement d'urgence n'est pas accessible. C'est ça, exactement, ils sont obligés de rester dans la rue. Complètement. Et on pense à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, mais il y a également l'handicap, une personne qui est aveugle, une personne qui s'appelle Christine Dominique dans le rapport, on prend son exemple, et que lorsqu'elle accède à avoir un hébergement, l'hébergement n'est pas du tout adapté à son handicap. Et donc elle se retrouve dans une situation très précaire, dans une situation d'hébergement, et à cela s'ajoute l'inadaptation du logement, de l'hébergement. Donc c'est pour ça qu'on parle de double peine, la précarité liée au handicap. D'accord. Thomas Sauret, est-ce que vous rejoignez déjà les constats d'Edgar, et
justement, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette promesse non tenue et cet impact très concret sur le quotidien de toutes les personnes en situation de handicap concernant l'inaccessibilité au bâti? Effectivement, je rejoins les propos d'Edgar concernant le bâti et notamment pour les personnes concernées par la surdité. C'est essentiellement les boucles induction magnétique, donc les fameuses boucles, les fameuses BIM. Donc ce dispositif de transmission par voie magnétique est censé équiper aujourd'hui, parce que c'est une obligation légale, d'équiper notamment les services publics et les grands établissements recevant du public. Si vous allez par exemple dans le métro de Paris, il y a plus de 200 boucles magnétiques. Il y en a 90% qui ne marchent pas. D'accord. Ok. Françoise a fait le tour du métro. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des lieux qui sont équipés, ok, mais qui ne fonctionnent pas tous. Et ça, c'est une promesse non tenue de la loi de 2005. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire l'équipement est là, mais il ne fonctionne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une priorité, ce n'est pas une priorité publique. Qu'est-ce que ça raconte, ce dysfonctionnement? Si vous voulez, par exemple, dans le métro parisien, les boucles magnétiques sont sur le quai, sont là pour justement permettre aux personnes, quand il y a une situation d'urgence, d'alerter on va dire l'opération. Enfin, la cellule de crise. Oui, de la RATP, oui. Voilà. Oui. Si vous ne pouvez pas les appeler, vous faites comment? Oui, bien sûr. Et donc, effectivement, là, ça veut dire que ce n'est pas la priorité, alors que je pense que justement, ça devrait l'être, et qu'il faut revoir, en tout cas, le fonctionnement de l'ensemble des BIM, non seulement dans le métro parisien, mais aussi dans les mairies, aux impôts, à la retraite. Il y a beaucoup d'établissements qu'il faudrait contrôler et voir si les fameuses BIM fonctionnent bien aujourd'hui. D'accord, très bien. Alors ça pose une autre question, c'est la question des équipements justement et de l'accès justement aux bâtiments publics. Moi j'aimerais qu'on revienne quand même pour cette question du bâti, sur cette espèce d'assouplissement de la loi Elan. Est-ce que parmi les solutions, justement, si on s'intéresse aux solutions pour essayer de rendre les bâtiments à la fois logement privé, logement social et peut-être même les ERP, les bâtiments recevant du public plus accessibles, est-ce que si on supprime la loi Elan, tout est réglé? Alors, non. C'est c'est une préconisation qu'on porte au nom de la Fondation pour le logement. Ouais. L'une de nos préconisations, la préconisation majeure de ce rapport, c'est l'abrogation de l'article 64, qui faisait passer, comme j'en ai parlé, de 100% à 20%. Mais également, si on supprime la loi Elan, tout n'est pas... Enfin, il y a d'autres choses. Ce qu'on porte également, c'est il faut augmenter l'allocation adulte handicapé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 26% des personnes en situation de handicap sont sous le seuil de pauvreté, contre 14% pour les valides. Sauf que quand on est sous le seuil de pauvreté, un bailleur, qu'il soit privé ou qu'il soit social, privilégiera toujours quelqu'un qui a de meilleurs revenus. Donc voilà. Également l'augmentation de la PCH. Et également, une de nos préconisations, c'est la mise en place d'un système de contrôle et de sanctions dissuasives pour amener à l'accessibilité effective des logements, y compris dans les immeubles en copropriété, les logements étudiants et les logements sociaux. D'accord, très bien. Alors, c'est très intéressant, Edgar, ce que vous dites, parce que ça rejoint ce qu'on a dit sur la séquence 1, que maintenant, il fallait arrêter de passer par... Alors, il ne faut pas arrêter la sensibilisation, mais maintenant, on s'aperçoit que la sensibilisation, 20 ans plus tard, ça ne suffit plus. Maintenant, il faut des sanctions. On est d'accord. Oui. Est-ce que vous partagez cette vision que il faut maintenant qu'on se dirige vers des sanctions pécuniaires, parce qu'il y a la question de l'emploi aussi, on n'y viendra pas. Mais sur la question du bâti, est-ce que maintenant il faut mettre vraiment des vraies contraintes, c'est-à-dire faire payer des amendes et puis qu'on se pose plus la question? Je rejoins totalement là ce qu'il vient de dire et notamment ce qu'a dit Bernadette pour la première séquence. Aujourd'hui, il faut aussi passer au stade des sanctions. Ça fait 20 ans qu'on fait de la pédagogie. Est-ce qu'on va attendre encore 20 ans pour refaire de la pédagogie et ensuite encore 20 ans? Moi, je pense qu'à un moment, il faut passer à l'action. Et puis, avec toujours aussi de la bienveillance, parce que sanctionner sans accompagner, ça aussi, ça n'a pas de sens. Il faut aussi accompagner. Moi, je pense, par exemple, là, je sors un peu du
du cadre du bâti de logement, mais par exemple les sites numériques, il faut aussi accompagner. Bon, je vais en parler tout à l'heure. Oui, on va évoquer ça. Mais j'aimerais revenir là sur ce qu'a dit Edgar concernant le logement, concernant les personnes sourdes. Il y a aussi le cas des incendies, les alarmes. Elles ne sont pas aujourd'hui accessibles. Bien sûr. C'est un peu compliqué et même dangereux et ça peut être pour une personne sourde. Bien sûr. Si dans les hôtels, dans les cinémas, dans d'autres lieux où il y a du public, si les alarmes, par exemple, s'ils pouvaient être lumineuses, ce serait une solution. Bien sûr. Et puis ça peut être fait dès demain. Et ça coûte pas très cher. Oui, et puis surtout, je pense que le droit d'être en sécurité et en autonomie dans son logement, c'est un droit. Oui, tout à fait. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire et dès demain. D'accord, très bien. Alors justement, l'accessibilité du bâti pour les personnes en situation de handicap n'est sans doute pas la seule question à aborder. La datation des logements aussi à la transition énergétique doit être prise en compte. Pour nous en parler, je donne la parole à Afid Kekouche, responsable santé médico-sociale au Crédit Coopératif. Oui, bonjour tout le monde. Afid, bonjour. Alors justement, bonjour. On voulait évoquer avec vous donc cette question de la transition énergétique. Alors, ça peut être considéré comme un autre aspect de l'accessibilité puisque ça concerne effectivement le confort des personnes dans leur logement. En quoi cette question, Afid, elle rejoint cette question de la transition énergétique et de l'adaptation des logements, elle peut rejoindre la question du handicap? La question de l'accessibilité, d'une manière générale, mais vous invitez les ont bien évoquées. En fait, toutes les questions qui touchent à l'accessibilité du logement relèvent, en tout cas au départ, de la loi 2005. D'accord ? Donc, un de vos invités l'a bien exprimé. Donc, on était parti sur une ambition à 100%. Donc, on se retrouve après 2018 avec une ambition à 20%, les 80% qui sont évolutifs. Maintenant, l'accès au logement ne suffit plus parce qu'on a vécu depuis 2005 autre chose. On a vécu une crise climatique, une crise énergétique qui aujourd'hui nous impose d'une manière assez brutale en fait, d'adapter nos logements pour apporter plus de confort. Pourquoi une personne en situation de handicap, une fois qu'elle a accès, on va dire qu'elle a une accessibilité optimale à son logement, de toute manière, si son logement n'est pas adapté aux aléas climatiques, la difficulté va être quasiment insurmontable. Vous imaginez quelqu'un qui, dans un appartement, et qui a une chaleur étouffante, même si on lui dit mais c'est très bien, mais vous avez réussi à accéder à votre appartement, ça ne suffira pas, quoi. Donc toute la partie, pour moi, la partie accessibilité, confort dans le logement sont quasiment les deux faces de la même pièce. Donc pouvoir accéder à un logement confortable devient un impératif. Au Crédit Coopératif, c'est ce point d'adaptation des logements ou de l'hébergement d'une manière générale. J'en parle parce que l'hébergement, on parle du logement, effectivement, on a 37 millions de logements en France, mais il y a quand même 500 000 personnes qui sont hébergées par 12 000 établissements. Donc c'est un point très important. Le Crédit Coopératif accompagne également, comme on accompagne les particuliers dans le financement de leur transition énergétique, on accompagne aussi les associations, les établissements pour qu'ils adaptent les logements aux usagers et les personnes qui utilisent ces logements. D'accord, très bien. Alors justement, très concrètement, comment se passe ce soutien justement aux structures, aux associations, aux établissements, justement pour leur permettre, que ce soit sur le terrain du logement ou de l'hébergement, d'adapter ces logements à cette fameuse transition? Oui. Le Crédit Coopératif, on accompagne les associations dans le médico-social, on va dire peut-être depuis 50 ans. Oui, depuis 50 ans, parce que la loi 75, ça fait 50 ans qu'elle existe. Donc, on les accompagne sur la partie financement. Ça, c'est la partie la plus importante. Mais au-delà de ça, en fait, on travaille avec un écosystème qui permet d'apporter de la valeur ajoutée pour
pour nos clients et nos prospects. Les associations qui cherchent à comprendre quelle est la meilleure stratégie de financement public, on va dire, ou quelle est la meilleure stratégie pour réaliser les travaux de transition énergétique, on peut les mettre avec des acteurs de notre écosystème, comme Économie d'énergie, que je peux citer, qui peut les accompagner pour leur donner un peu plus de visibilité sur le plan à mettre en place. Le crédit coopératif arrive après, bien évidemment, et il arrive pour financer toute la partie qui n'est pas prise en charge par les subventions, qui n'est pas prise en charge par exemple, ma prime Rénov'. Crédit coopératif aussi accompagne toute la, on va dire, parce qu'on est un peu de plus en plus poussé par la réglementation dans ce sens-là, à mieux choisir les axes d'investissement. Donc, sachant que le crédit coopératif est une banque, donc on est aussi assujetti au fameux objectif de développement durable. Donc, on est, d'une manière générale, notre façon d'investir, d'accompagner nos associations, c'est les accompagner aussi de A à Z avec une vision globale. Très bien. Hafid, je vous remercie beaucoup. Même si cette question du bâti et du logement demeure absolument majeure, hein, il convient sans doute d'avoir une vision plus large de l'accessibilité. C'est le message qu'a tenu en tout cas à nous faire passer Pascale Ribes, présidente d'APF France Handicap. On l'écoute et on en parle. Alors pour atteindre l'objectif d'accessibilité, déjà, il faudrait que le droit fondamental à l'accessibilité ne soit pas contesté, qu'il soit effectif. Et pour qu'il soit effectif, il faut abroger des dispositions qui aujourd'hui encore viennent à l'encontre de cet objectif-là, comme l'article 64 de la loi Elan, qui a permis, y compris dans le neuf, de dire ce ne sera pas accessible à 100%. En vérité, l'objectif d'accessibilité, c'est un objectif de pouvoir accéder à tout pour tous, enfin pour toutes les populations. Et donc, du coup, il n'y a pas de domaine privilégié, en fait. Il faut vraiment agir autrement, penser autrement la société. Et parce qu'aujourd'hui, en fait, on pense les installations en oubliant toute une partie de la population. Et c'est quand même assez dingue de se dire qu'aujourd'hui, une société peut finalement oublier toute une partie de sa population et ne pas penser en amont à tous ses citoyens. Alors, après ce message de Pascale Ribes, justement, qui nous propose une vision beaucoup plus large de l'accessibilité, moi je voudrais me tourner vers effectivement Thomas, parce que vous défendez justement cette vision beaucoup plus large que l'accessibilité. Dans l'esprit commun, quand on pense accessibilité, on pense beaucoup au logement, au bâti, on en a beaucoup parlé, mais c'est pas que ça. Il y a plein d'autres domaines concernés. C'est quoi les principaux domaines auxquels il faut penser quand on pense accessibilité? En dehors du bâti, évidemment. Oui. C'est tous les domaines. Tous les domaines. La culture, le sport, l'éducation, l'emploi, etc. C'est tous les domaines qui sont concernés par l'accessibilité. Au niveau d'Unanime, on a deux priorités au niveau de l'accessibilité. Le premier, c'est la télé. Et plus particulièrement, les dérogations que bénéficient les chaînes locales, qui a été prévue par la loi de 2005, et qui les autorise à ne pas sous-titrer, par exemple, les GT. Moi, je pense à David, par exemple, qui a de nos membres qui habitent à Nice, qui veut regarder le GT de France 3 région Provence-Alpes. Eh bien, il ne peut pas, parce que ce n'est pas sous-titré. Et ça, il faudrait que d'ici l'année prochaine, qu'on supprime cette dérogation qui n'a plus de sens aujourd'hui. Ben oui. On a la technologie aujourd'hui. Bien sûr. Donc, il faut supprimer cette dérogation. Le deuxième sujet, c'est le cinéma. Le cinéma, pareil. Alors, évidemment, il y a aussi la question un peu du bâti pour que ce soit accessible aux fauteuils roulants, ou qu'il y ait aussi des rampes pour faciliter les déficients visuels à aller au cinéma. Concernant en fait les personnes sourdes, eh bien c'est la question du sous-titrage. Aujourd'hui, vous allez à Paris, il n'y a que 3% des séances qui sont sous-titrées. Et encore, il ne faut pas que ce soit un mardi à 10h. Parce que là, vous êtes obligé de poser un jour de congé si vous voulez voir un film sous-titré. D'accord. Parce que c'est ça la réalité.
D'accord. Donc c'est le mardi à 10h que les films sont sous-titrés à Paris. D'accord. Oui. Okay. Donc ça veut dire que par exemple Cédric, s'il veut voir un film sous-titré, parce qu'il ne peut pas aller voir en famille le mercredi soir, eh bien il faut qu'il pose un RTT pour aller voir un film un mardi à 10h. D'accord. C'est incroyable. Ouais, tout à fait. On en est là aujourd'hui, en 2025. Ouais, d'accord, ok, très bien. Donc il y a cette question effectivement de la culture, cette question de l'information. Est-ce qu'il y a d'autres domaines aussi, selon vous? Alors ça a été un peu évoqué. Est-ce que cette question aussi du numérique est vraiment inquiétante, puisqu'on est dans une époque aussi de dématérialisation des services publics, c'est-à-dire que pour payer ses impôts, faire la moindre démarche administrative, il faut passer par le net. Est-ce que justement cette question justement de l'accessibilité numérique, elle est encore plus importante aujourd'hui? Complètement. Je m'inscris dans les propos de Bernadette lors de la première séquence. C'est que aujourd'hui, les personnes en situation de handicap, pour accéder au logement, surtout dans le parc privé, elles sont discriminées sur leur façon d'habiter, sur les montants de leurs ressources, etc., etc. Et une discrimination qui est en amont de toutes les discriminations qu'elles peuvent subir, c'est par exemple, elles ne peuvent pas accéder à certaines annonces immobilières. Elles ne peuvent pas y accéder, tout simplement, parce que c'est ce qu'on montre dans le rapport, c'est que certaines agences immobilières ne prennent les gens qu'au téléphone. Donc les personnes sourdes ne peuvent pas être prises au téléphone, tout simplement. Donc ça a des conséquences sur le logement. Donc nous, ce qu'on montre également, c'est que certains pans de la société qu'on pense être en dehors de la question du logement sont liés à la question du logement et à la discrimination qui va avec. Voilà. Très bien. Et pour rebondir aussi concernant l'accessibilité, mais au niveau du numérique, est-ce que vous savez par exemple que déclarer ses revenus, c'est pas accessible? Il y avait le CIH, je crois en mai 2024, qui avait annoncé l'objectif du 100%, de rendre en tout cas les démarches essentielles 100% accessibles. Bon, on était contents, sauf que là, le 6 mars, le gouvernement a annoncé que finalement, ce serait 50%. Alors ok, 50% par rapport à 3%, c'est énorme. Mais ça veut dire qu'on a reculé de moitié l'objectif que s'était fixé le gouvernement l'an dernier. Oui, on a toujours ce sentiment qu'on fixe un objectif et qu'ensuite, à mi-chemin, on revient sur l'objectif initial. Hein, c'est ça. Et puis regardez le calendrier des ADAPT. Oui, tout à fait. Tous les ans, on a décalé le calendrier. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut aussi avoir une vision et se tenir à un calendrier d'échéance, même si je comprends qu'il peut y avoir des défis techniques, des défis aussi au niveau de la sensibilisation, mais à un moment, s'il y a un plan d'action, il faut s'en tenir et aller jusqu'au bout. Oui, tout à fait. On va prendre une question des personnes qui nous écoutent, notamment une question de Pierre, qui est directement liée à ce que vous nous dites, hein. Thomas. L'accès à la citoyenneté des personnes handicapées ne pose-t-il pas également problème? Est-ce que justement derrière cette question de l'accessibilité, il n'y a pas cette problématique d'empêcher les personnes en situation de handicap d'être de vrais citoyens, de pouvoir exister, faire valoir leur vision du monde, leurs propositions pour l'ensemble de la société? Effectivement, je vais reprendre l'exemple là du site pour déclarer les impôts. Le site n'est pas accessible. Quand vous voulez payer vos impôts parce que c'est un acte citoyen, vous ne pouvez pas. Donc ça vous exclut de la société. Concernant l'accessibilité audiovisuelle, notamment pour les périodes électorales. On a vu, par exemple, pour la campagne présidentielle, pour les élections législatives, on a eu les débats qui n'étaient pas sous-titrés. Je pense au débat Bardella, Bompard et Attal. J'ai saisi l'ARCOM pour que justement cette obligation soit respectée. Évidemment, si les personnes sourdes, qui sont quand même 7 millions en France, si elles ne peuvent pas voir et entendre ce que disent le président, le Premier ministre, ça pose quand même un problème de participation. C'est un problème de démocratie, tout simplement. Oui, tout simplement. Tout à fait. Et ça, je pense qu'il faut vraiment agir là-dessus, puisqu'en 2026, nous aurons les élections municipales. Et j'espère que les candidats prendront conscience de la nécessité de faire participer les gens et aussi d'encourager les personnes en situation de handicap à rejoindre les listes. Parce que c'est aussi de cette manière-là qu'on fait évoluer les choses. C'est pas simplement on fait des choses pour les handicapés, et puis, on pense que la société va progresser de cette manière-là. Oui, très bien, très bien. Peut-être une dernière observation justement sur cette question du lien entre l'accessibilité et la citoyenneté. Complètement.
souvent, quand on pense accessibilité, on pense à l'intérieur du bâti, et à l'intérieur du logement. Quelques chiffres sur les ascenseurs, pour sortir de chez soi et pour accéder à certains services, pour accéder pleinement à la citoyenneté. Les ascenseurs, en France, selon l'enquête nationale logement, 880 000 personnes 880 000 ménages avec une personne en situation de handicap habitent à un étage dépourvu d'ascenseur. 880 000. Et lorsqu'il y a un ascenseur, les problèmes ne s'arrêtent pas là. C'est qu'on a quantifié les pannes d'ascenseur 1,5 million en France en 2013. 1,5 million, sur ces 1,5 million de pannes d'ascenseur, au moins 350 000 personnes, entre 300 et 350 000 personnes, on va dire, avaient au sein de leur ménage une personne en situation de handicap. Donc vous voyez, quand on ne peut pas sortir de chez soi parce qu'il y a un problème d'ascenseur, la prise de rendez-vous est compliquée, et puis tout simplement, les conditions d'une vie sociale épanouie ne sont pas réunies. Et donc simplement pour aller dans le sens de ce que tu dis, Thomas, il y a également un éloignement du marché du travail. Selon l'INSEE, en 2022, ce sont 38% des personnes de 15 à 64 ans qui sont en situation de handicap qui ont un emploi, contre 68% pour le reste de la population. On voit bien l'écart qui se joue là, quoi. Il y a le fait de sortir de chez soi, le fait de ne pas pouvoir trouver un emploi, de ne pas faire les démarches administratives, de ne pas pouvoir s'informer, de ne pas pouvoir voter. Ça fait beaucoup de choses à la longue. Et j'aimerais rebondir là sur la question des ascenseurs. Là, je vais parler des fauteuils roulants et de la question des établissements de santé. Il y a le cas, par exemple, où le rez-de-chaussée, il est accessible. Sauf que pour faire la radio, il faut aller à l'étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Et là, vraiment, il y a un gros sujet sur la santé et la question de l'accessibilité des établissements médicaux à se saisir aussi. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Thomas et Edgar, pour ces réflexions. On a bien pris la mesure de nombreux défis à relever et du changement culturel à opérer pour que cette fameuse loi de 2005 soit enfin effective dans sa totalité. La solution est sans doute entre les mains du gouvernement pour agir et mettre en œuvre les mesures envisagées lors de cette émission. Malheureusement, le très récent comité interministériel sur le handicap n'a pas vraiment apporté de garanties sur le sujet. Je vous invite une nouvelle fois à découvrir le dernier numéro d'Union sociale sur les 20 ans de la loi de 2005. Je voudrais à présent remercier tous les techniciens, les équipes de l'UNIOPS et celles du Crédit Coopératif pour leur aide et leur soutien, mais aussi Harmonie Mutuelle, notre partenaire pour cette émission. Je salue également la participation de plus en plus active de nos spectateurs et je vous rappelle que vous pouvez accéder à tous les replays de notre émission en vous rendant sur notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous le 19 juin pour notre prochaine émission qui portera sur la santé, un vaste sujet. Merci encore pour votre attention et bonne journée sur Solidarité TV.